voyage d'Eugène Aubin au Maroc, au début du XXe siècle, s'inscrit dans les expéditions entreprises par les Européens, après que les barrières aient été levées, suite aux difficultés et aux contraintes politiques et militaires qu'a connues notre pays depuis l'occupation de l'Algérie par la France en 1830, et la signature du traité maroco-anglais en 1856, suivi d'événements douloureux comme la bataille d'Isly et l'occupation de Tétouan. Chapitre 3. Abda. De Safil à Marrakech. La tribu des Abda. Une province du Blad el Makhzen, dans le Maroc méridional. Kasba, Zaouia et Souk. La féodalité marocaine, la Kasba de Si Aïssa Ben Omar. À travers les Amars et les Djebilais. Marrakech, le 19 novembre 1902. De Safi à Marrakech, 22 heures de voyage, soit 150 km, que nous mettons près de 4 jours à parcourir. Pendant 14 heures, notre route passe par la tribu des Abda, qu'elle traverse dans toute sa largeur, perpendiculairement à la mer. Les Abda constituent une tribu puissante, forte de 35 000 feux, de race purement arabe, ils occupent un territoire fertile, riche en chevaux et en bétail. C'est une des 5 tribus quasi-makhzen du Maroc méridional. Dans le Blad el Makhzen, l'administration marocaine distingue entre les villes et les campagnes. Les premières sont confiées à des gouverneurs, tout le reste du pays est réparti entre les tribus Nedja ou Kébila qui forment la véritable unité administrative, ayant à leur tête un ou plusieurs caïds. La répartition des tribus paraît assez arbitraire. Toujours anxieux de révolte possible, le Makhzen n'hésite pas à les morceler en cas de besoin. Il les divise entre plusieurs caïds ou les réunit sous l'autorité d'un seul, selon qu'il le juge plus conforme à sa politique. Il en détache brusquement des fractions qu'il constitue en tribus indépendantes, ou en attribue des enclaves aux caïds d'une autre tribu. La carte administrative du Maroc limiterait, à s'y méprendre, une carte de l'Allemagne, à l'époque la plus embrouillée du Saint-Empire. À moins qu'il n'ait affaire à une tribu récalcitrante qu'il cherche à faire réduire par un gouverneur à poigne, le sultan choisit d'habitude les caïds dans les familles les mieux placées de la tribu. Il compte, en effet, que ces gens trouveront intérêt à mettre leur influence à son service et s'emploieront plus efficacement à maintenir leurs administrés dans la soumission. Comme le sultan dans son empire, le caïd est théoriquement maître absolu dans son caïda, il réunit entre ses mains tous les pouvoirs. C'est lui qui nomme les cheikhs des fractions, qui recrute le contingent militaire et répartit l'impôt, ce sont ses agents qui sont chargés de le percevoir. Enfin, il est juge en toute matière qui ne relève point de la loi religieuse. Par contre, c'est au Makhzen qu'appartient le choix du cadi, juge, de la tribu, qui constitue le tribunal du Kraa, justice, en appointant sur les divers points les naïbs nécessaires. Les caïds ne sont pas seulement menacés par les intrigues du Makhzen, ils ont encore à se garer de l'humeur indépendante de leur propre tribu. Aussi sont-ils installés dans des kasbahs conformes à leur richesse ou à leur puissance, véritables forteresses, susceptibles de soutenir un siège, en cas d'événement. Tout autour de l'enceinte fortifiée se groupe la famille et la fraction du caïd, et celui-ci s'appuie sur elle, de même que le sultan sur les tribus makhzen. En outre, l'action politique des caïds se heurte à l'action morale qu'exercent les Zaouïas, fondés sur le territoire de la tribu. Aucun minaret indiquant une mosquée n'existe dans les campagnes marocaines, des lieux de prière sont bien ouverts dans les kasbahs ou dans certains razibs, desservis, à défaut de clergé organisé, par des féquis ou des tolbas de bonne volonté. Mais la dévotion publique se porte de préférence vers les Koubas. On y vient en pèlerinage, ziara, et une fête annuelle, Moussem, réunit une foule nombreuse auprès du tombeau de chaque séyid. Plusieurs de ces Koubas ont provoqué la fondation de Zaouïa, qui sont d'assez vastes bâtiments, servant de mosquées et d'hôtelleries, parfois même d'écoles ou d'hôpital. Les Zaouïas sont considérés comme lieux d'asile, et les gens fixés sur leur domaine échappent à l'autorité administrative. Elles relèvent de confréries religieuses, de familles chérifiennes ou maraboutiques. Et selon les cas, le mokadem, le shérif ou le marabout qui y réside, sont des personnages aménagés par le caïd. On n'aurait pas une idée complète des éléments dominant la vie des tribus, si l'on négligeait les marchés, souks, qui se tiennent, chaque jour de la semaine, sur un point différent de leur territoire. Ce sont endroits traditionnels, choisis en race campagne et connus sous le nom du jour fixé pour le marché. Aussi, à défaut de village, les cartes du Maroc marquent telle quantité de points désignés de la sorte. Sept, samedi,
Elkemi, jeudi, Etlet, mardi, etc. Auxquels on ajoute, pour les distinguer, le nom de la fraction intéressée. À l'endroit indiqué, se trouvent des enclos de pierres sèches ou des étals en branchage, déserts tout le long de la semaine, et ne prenant vie qu'au jour prévu où les courtiers et les colporteurs l'atteignent dans leur long circuit à travers la tribu. De la ville voisine, on y apporte quelques produits d'Europe, thé, bougies et sucre. De la campagne, viennent les produits de la région et les objets de consommation. Ces marchés constituent, avec les moussem, les véritables lieux de réunion des indigènes, dispersés dans des habitations isolées. On y prend des contacts, on s'y communique les nouvelles, on y couve le mécontentement, et l'on y prépare les révoltes. Averti à temps par le cheikh de la Kabila, le caïd s'empresse de déplacer le marché coupable et de le rapprocher d'une kasbah. Le caïd Abda, Siaïssa Ben Omar, est un des plus grands chefs du Maroc méridional. En fait, il contribue à tenir cette immense région pour le compte du Magzen, avec deux autres seigneurs de même importance, le caïd Ber Rechid, des Chaouia, près de Casablanca, et le caïd Mtouga, dont la résidence est au pied de l'Atlas occidental. Voici près de 70 ans que la fonction de caïd appartient à la famille de Siaïssa. Lui-même a grandi sa position en réduisant les abdas, soulevés à l'avènement du sultan actuel, et en dégageant sa fille, assiégée par les révoltés. Ainsi est-il devenu le caïd unique d'une tribu, qui jadis en comptait 6. Les abdas sont une tribu si nombreuse qu'elle comporte une subdivision spéciale entre le caïd et la fraction. C'est le 5e, comme, auquel préside un califat, lieutenant, désigné par le caïd. Un de ces 5e, celui des Amars, a été constitué en tribu indépendante. Mais, pour l'impôt et le contingent militaire, il reste uni aux abdas, si bien que ces 3 caïds obéissent volontiers aux suggestions de leurs puissants voisins, dont l'influence s'étend ainsi jusqu'aux portes de Marrakech. Siaïssa possède, en outre, une enclave dans la tribu limitrophe des Doukala et le contrôle de Nezala éparpillé. Mais pour lui enlever toute idée de communiquer avec le monde extérieur, le Magzen lui a récemment soustrait le port naturel de Walidiya, pour en faire un caïda particulier. La principale résidence de Siaïssa est une immense kasbah, située dans la forte Kabila des Temra, à laquelle il appartient, et qui se groupe autour de lui. Il possède aussi des maisons à Safi et à Marrakech. Personnage fort puissant, il passe dans tout le pays pour un seigneur très magnifique. Son hospitalité est fastueuse, il dispose d'une garde particulière de 150 Makaouris, entretient 100 fauconniers et un haras d'étalons. Bien qu'encore dans toute la force de l'âge, la voie publique lui attribue 63 fils en état de monter à cheval. De Safi à la résidence du caïd Abda, nous avons 4h30 de chemin à travers une terre inculte, plate et rase, où se concentre, pendant l'hiver, alors que les champs sont en culture, tout le bétail de la province. Il fait tard et déjà clair de lune quand nous arrivons à l'enceinte crénelée de la Kasbah. Le caïd est absent, il est allé à Fès, rejoindre le sultan, avec son contingent pour la Harka. Son fils Si Ahmed, qui est son califat, nous accueille à l'entrée du Durediafa, appartement des hôtes, ce que l'on appellerait en Turquie le Selamlik. Il vient à nous, tout de blanc vêtu et entouré de formes blanches, qui se détachent dans la nuit claire sur les sombres murailles de la forteresse. Notre mobilier de campement est vite installé dans la pièce où l'on nous introduit et qu'éclairent de grands chandeliers de cuivre pasca posés sur le sol. Pour le dîner, on place devant nous une table ronde très basse, téfour, sur laquelle sont apportés les plats dans de multiples terrines, avec des couvercles en terre rouge. On groupe également autour de nous de petites tables munies de rebords circulaires, méda, avec un morceau de poulet rôti, un dessert de beurre rance, recouvert de miel, enfin un gâteau bestila, en pâte feuilletée, saupoudré de sucre, qui renferme un hachis d'œufs et de chair de pigeon. L'eau est servie dans une outre, nos gens reçoivent, en même temps, un couscous au navet, des paquets de thé et des pains de sucre. Les kasbahs sont des enceintes fortifiées qui forment dans la tribu, les boulevards de l'autorité des chefs. Ces enceintes entourent un espace assez vaste pour loger une garnison ou servir de lieu de refuge. Au milieu s'élève l'habitation du maître. La kasbah du caïd Abda forme une énorme masse, que l'on aperçoit de très loin dans la campagne. C'est un ensemble de constructions carrées et massives, hautes de plusieurs étages, sans fenêtres extérieures. Le tout est circonscrit dans un rectangle de murs en pisé, qui descend la pente d'une colline, avec des tours multiples et des portes sur chaque côté. Au dehors, où que l'on regarde, s'espacent des agglomérations de maisons et de chaumières, qui contiennent la propre Kabila du caïd,
toujours prête à lui fournir main forte en cas de besoin. Au-dedans les vastes enceintes, divisées par des murs intérieurs, sont remplies de chameaux, de mulets et des ânes, tout autour vivent les employés et la domesticité du caïd. Une meute de lévriers s'ébat sur un tas d'ordures, au milieu des écuries, un enclos isolé renferme les chevaux de parade, devant autant de mangeoires maçonnés sont entravés une vingtaine d'étalons, de race barbe. Dans la cour précédant l'habitation du chef, se presse un peuple de réclamants venus de tous les points de la tribu et attendant patiemment l'audience, en groupes accroupis sur le sol. Aux heures de la prière, l'appel religieux s'élève d'un point invisible, et l'on entend tout proche le monotone murmure d'une école coranique. Dans l'immense bâtiment, qui forme le centre de la Casbah, est la résidence même du caïd. C'est de là qu'il administre sa tribu, qu'il accueille les plaintes ou les sollicitations. Ses banquiers juifs lui font parvenir des informations sur de Safi et de Marrakech, il a auprès de lui des féquis pour aumôniers, des tolbas pour secrétaires, 2 cadis pour rendre la justice selon le charia, et ce seigneur féodal dispose même d'un bouffon attaché à sa personne. En l'absence de Siaïssa, la Casbah paraît vide, le contingent est alarmé, fauconniers et faucons sont disséminés dans la campagne, le goum laissé auprès du califat, est lui-même parti pour un moussem voisin. Le fils du caïd reste isolé dans la demeure paternelle. Si Ahmed est un très jeune homme, légèrement de couleur, l'air doux et un peu efféminé, il est fort élégant dans le haïk de gaze fine qui l'enveloppe. Depuis un temps assez long, le califat est sans nouvelles de son père, il sait seulement qu'il fait partie de l'armée, désigné pour combattre l'usurpateur de Taza. Faute d'informations précises, les gens de la Casbah s'appliquent à multiplier les bruits favorables à leur maître. On y raconte que le caïd se serait couvert de gloire, en se rendant à la cour, qu'il aurait réussi à saisir sur sa route les principaux chefs Zemmour et à les conduire soumis auprès du sultan. Aussi, dans le Makhzen, l'étoile de Siaïssa serait-elle plus éclatante que jamais. Depuis la Casbah du caïd Abda, il faut traverser, pendant de longues heures l'interminable plaine, qui forme le territoire de la tribu. Le pays est très riche, on ne voit en tout sens qu'habitation agricole, avec des vergers de figuiers et de nopals, parfois quelques palmiers isolés. Point d'eau, mais des citernes fréquentes, dont une margelle ruinée indique l'orifice. Le bétail est beau et nombreux. Nous sommes à l'époque des semailles, qui se font dès les premières pluies d'automne. La charrue avec un soc de bois terminé par une tige en fer, est traînée par des couples souvent disparates de juments, de chameaux et d'ânes. Le premier soir, après avoir quitté la maison du caïd Abda, nous campons à Ras Echaba, tête du ravin, au pied des collines qui bordent la tribu, chez le cheikh de la fraction des Mouissa. Sitar Ben Bachir fut jadis un des caïds des Abda, partant l'un de ceux aux dépens desquels s'est élevée la grandeur de Siaïssa. Sous le coup de son infortune, il vit complètement retiré dans sa modeste Casbah. Il ne sort point de sa demeure pendant toute la durée de notre séjour. Mais il ne veut point pour cela oublier ses hôtes et nous fait porter d'un couscous pour notre dîner. Jusqu'au campement a été amené en main un joli cheval Isabelle, à crinière blanche, que si Ahmed nous envoie, selon la coutume des grands de ce pays, en souvenir durable de son hospitalité d'un jour. Après les Abdas, la large piste, réunissant Safi à Marrakech, traverse toute la tribu des Amars jusqu'au Djebilet, sur quelques 10 heures de marche, des seuils successifs l'élèvent du niveau de la mer à l'altitude de près de 500 mètres où se trouve la grande ville du sud. La terre est rougeâtre, plus un arbre, ni un buisson, sauf des jujubiers, des champs immenses et peu d'habitations visibles. Les indigènes vivent dans des noualas en forme de ruches, ouvertes par une entrée très basse. À droite, un lac salé, le lac Zima, égaye un moment ce paysage désolé. Plus loin, à gauche, de grands murs en pisé rouge. C'est un azib du sultan, où furent élevés naguère plusieurs chourfas de la dynastie régnante, puis la Casbah d'un caïd des Amars. À mesure que l'on avance, les innombrables pitons des Djebilettes se détachent en noir sur la masse neigeuse de l'Atlas, dont la ligne barre l'horizon noyé de soleil. Le chemin monotone et triste n'en finit point au travers de ces montagnettes successives, qui forment un désert de pierre. Enfin, l'on débouche dans la vallée du Tansift, et l'on aperçoit au loin entre deux collines noirâtres, dernières extrémités des Djebilettes, la haute tour de la Koutoubia et la palmeraie de Marrakech.